Bonjour à tous et bienvenue sur Studio PM France pour une nouvelle émission, aujourd'hui en compagnie de Martine Vonner. Bonjour. Bonjour Pierre. Tout d'abord, donc merci de nous accorder une interview aujourd'hui. Vous êtes médecin, psychiatre, député du Bas-Rhin, anciennement sous l'étiquette LREM, et vous êtes aujourd'hui connu comme une fervente opposante aux récentes mesures liberticides prises par le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager. L'interview, c'est tout de suite. Tout d'abord, j'aimerais vous poser une question sur l'actualité récente et notamment sur l'état de la démocratie en France. Donc le pass vaccinal a été adopté définitivement à l'Assemblée il y a 3 semaines maintenant. Alors, moins de 300 députés étaient présents. Vous avez voté contre, bien entendu. Et est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui, lorsque l'on siège à l'Assemblée, de ne plus être écouté, de ne plus être entendu? En fait, est-ce qu'il y a encore du débat au Parlement finalement? La réponse très claire est non. Et en fait, même en dehors de ces lois complètement liberticides, et même bien avant 2020 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire, je m'étais déjà aperçu, raison pour laquelle j'avais pris beaucoup de recul vis-à-vis de la majorité et du groupe politique La République En Marche. Ouais. Je m'étais aperçu que les députés, très clairement, ne servaient à rien au sein de l'hémicycle. Ce qui est assez catastrophique parce que les députés ont été élus au suffrage direct, qu'ils représentent les citoyens qui ont voté pour eux. Mais ce groupe majoritaire extrêmement puissant, donc République En Marche, Modem, plus d'autres petits groupes politiques qui soutiennent, en fait, permettent à l'exécutif de passer absolument toutes les lois qu'ils veulent. De toute façon, c'est pas très équilibré, c'est-à-dire que les parlementaires ont le droit de proposer des lois, mais dans le rythme de travail de l'Assemblée, en fait, on examine quasi en permanence les projets de loi proposés par le gouvernement et quasiment jamais ce qui est proposé par les parlementaires directement. Donc déjà là, j'avais des doutes sur vraiment cette capacité à amender les textes, à les modifier. Et puis doutes qui ont été définitivement écartés parce que depuis la mise en place de cet état d'urgence, depuis la succession des 12 textes depuis 2 ans qui ont été à chaque fois de plus en plus liberticides, on a vu que quasi aucun amendement n'avait été retenu. Les seuls qui ont été retenus, c'est des amendements qui aggravaient encore la privation de liberté. Donc aujourd'hui, dans le système, dans le parlementarisme tel qu'il existe en France, très clairement, la démocratie est très menacée. Très menacée. Oui, et donc justement sur cette nouvelle loi, pass vaccinal, maintenant adoptée au Parlement, donc vous y êtes opposé. En quoi, finalement, fondamentalement? Alors, vous avez dit très justement qu'on était très peu. Ce qui est scandaleux, parce que quand on met sous cloche 67 millions de Français, on aimerait que les 577 députés soient présents. En fait, on était en plus que 58 à avoir voté contre en dernière lecture, après ce simulacre de CMP, donc de commission mixte paritaire qui a échoué. Mais bon, voilà, maintenant la politique se joue sur les réseaux sociaux, à coups de tweets, etc. Et en effet, c'était un tweet malencontreux d'un sénateur qui a vraiment fait que tout a capoté. Et avec un jeu qui est très difficile pour les Républicains, puisque Valérie Pécresse, qui est leur candidate, avait dit il faut voter ce pass. Heureusement, quelques députés républicains très humanistes ont quand même voté contre, mais 58, ça prouve vraiment que soit les députés n'ont strictement rien compris à ce qui se passe depuis 2 ans. J'ai quand même quelques doutes parce que nous avons été nombreux à les éclairer. Je sais que les citoyens, depuis 2 ans, dans les collectifs, sont extrêmement actifs pour envoyer des mails, pour envoyer des courriers. Et récemment, le collectif dont je suis une des membres fondatrices, Laissons les médecins prescrire, avait envoyé des documents en lettres recommandées avec accusé-réception
pour informer un maximum de décideurs, donc à la fois les sénateurs, les députés, mais aussi les présidents de conseils départementaux, les présidents de région, les directeurs d'agences régionales de santé, pour alerter sur déjà les effets secondaires de cette vaccination. Donc votre question qui était pourquoi ai-je voté contre le pass? Parce que ce pass vaccinal qui, on a vu d'abord le pass sanitaire, maintenant ce pass vaccinal, est un outil uniquement politique. C'est pas un outil de santé publique. On sait très bien aujourd'hui maintenant qu'on a des preuves scientifiques que la vaccination n'est pas protectrice des individus, que ce soit sur le plan individuel ou collectif, pour atteindre une immunité suffisante, non, en fait, ça ne marche pas, puisque les personnes vaccinées, même celles qui ont eu déjà ce qu'ils appellent le booster, la troisième dose, attrapent quand même le Covid, peuvent le transmettre. Donc en fait, ce n'est pas un outil de santé publique, c'est un outil politique. Et utilisé de cette façon-là, j'allais dire renier sur les libertés publiques de cette façon-là, avec un objectif qui aujourd'hui n'est pas avoué de la part du gouvernement. On sait très bien que derrière ça, il va y avoir le passeport européen, le passeport numérique. Donc on est là dans un réel changement de société. Et justement, ça rejoint la question suivante. Finalement, c'était un peu, est-ce qu'on reconnaît encore la France qu'on a toujours connue? Parce que les serveurs de bars et de restaurants maintenant peuvent contrôler l'identité de leurs clients, exiger la présentation d'un papier d'identité, alors que jusqu'à présent, même les forces de l'ordre, c'était vraiment l'exception. Donc en fait, on peut le dire, est-ce que c'est une dérive totalitaire qu'on observe avec l'instauration du contrôle de tous, par tous? Et je rajouterais finalement, même, et ça va un petit peu plus loin, la moindre opposition à la parole officielle qui est tout de suite taxée de complotisme, finalement. En fait, on a là, et on a pu observer tous les outils qui se sont mis en place progressivement et qui ont été utilisés par le gouvernement, qui nous font penser à des moments de notre histoire extrêmement sombres. En effet, cette propagande, puisque j'aurais bien voulu que les médias soient vraiment un contre-pouvoir. Or, depuis 2 ans, ils relayent en permanence la doxa gouvernementale. Ou sont censurés quand ils ne le font pas. Voilà. Alors, eux sont censurés, mais surtout en face, par exemple, des gens comme moi. Ma parole est plus que censurée depuis maintenant mai 2020. Je ne suis plus invitée sur les plateaux. Je cours pas du tout après BFM ou CNews, mais ce sont quand même des lieux où on peut faire passer des messages différents. Bon, j'avais été invitée une fois sur TPMP, alors c'est pareil, mais ça permet de toucher une autre partie de la population et le peuple est légitime à comprendre ce qui se passe et à pouvoir donner son avis. Et en fait, heureusement que cette crise a vu fleurir des nouveaux médias, parce que ce sont ces médias qu'on qualifie médias alternatifs, souvent de médias alternatifs, comme le vôtre, parce que c'est vraiment extrêmement important de trouver tous les moyens pour informer au plus juste. Et si on veut, je rebondis sur la première question, la démocratie est le lieu de débat. Or, quel que soit l'endroit, que ce soit l'hémicycle, qui est la maison où on devrait par essence, par nature, pouvoir débattre, que ce soit là, les débats ont été impossibles, que ce soit sur les plateaux télé, ils ont été à la fois impossibles pour plusieurs raisons, parce que les journalistes, encore une fois, étaient tous du même côté, mais aussi parce que les personnalités invitées ont des conflits d'intérêts majeurs. Je le répète toujours, dès que je le peux, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Bien sûr, je suis médecin, je suis député médecin. Donc avec toute cette légitimité de comprendre et d'avoir un avis différent sur la crise sanitaire, mais je n'ai aucun lien d'intérêt et aucun conflit d'intérêt.
Et alors par rapport à ça, puisque vous venez de le rappeler, vous êtes aussi médecin, donc vous aviez été suspendu au lendemain du 15 septembre, et donc vous pouvez de nouveau exercer parce que vous avez eu le Covid, et donc vous pouvez de nouveau exercer depuis quelques semaines, c'est ça? Tout à fait. Alors en effet, c'est vrai que je ne révèle jamais mon statut vaccinal. Bien parce sûr. Que je rappelle aux citoyens que ça relève du secret médical. Mais comme je suis examinée de très près et que les médias essayent de trouver tous les arguments pour me critiquer, donc ils avaient bien suivi le fait en effet que j'avais été suspendue, comme les soignants, de façon extrêmement honteuse, oui. Parce que faire perdre, alors moi j'ai mon mandat de député, mais un soignant qui a fait le choix libre et éclairé de refuser cette injection, j'ouvre une petite parenthèse, j'ai été qualifiée d'anti-vax, etc. Sûr. Mais en 2018, j'avais accompagné Agnès Buzyn dans comment pouvoir faire rentrer les 11 vaccins dans la loi. D'accord. Alors, j'étais vraiment très, très partie prenante, mais parce qu'il y avait une condition qui avait été mise, c'est que dès que 80% des personnes auraient été, donc notamment des enfants, auraient été vaccinés pour ces vaccins classiques pour lesquels on a un recul maintenant de plus de 40 ans. Hein. Dès que l'immunité, on va dire collective, était atteinte, donc en 3 ans, il était prévu que ces 11 vaccins redeviennent des vaccins recommandés. Oui, ça avait été un terme à tout ça. Voilà, il y avait un terme, et terme qui n'a absolument pas été respecté, comme d'habitude, par la Macronie. Bon, donc en clair, moi, je n'ai jamais été anti-vax, mais par rapport à ces vaccins, ces injections Covid, dont le professeur Delfrécy a dit lui-même que c'était plutôt des sortes de vaccins médicaments. Exactement, c'était plutôt des thérapeutiques et non pas des vaccins classiques qui préviennent la maladie. Là, on est plutôt sur la phase d'après. On va soigner, ou ils essayent de vendre. Ce sont de très mauvais commerciaux. En tout cas, ils essayent de persuader les citoyens d'aller se faire injecter pour soi-disant éviter les formes graves. Là aussi, aujourd'hui, on sait que ça ne protège pas suffisamment et ça n'évite pas les formes graves, puisqu'aujourd'hui, à l'hôpital, on a énormément de personnes qui ont déjà sa 3e injection. Oui. Donc, en effet, en tant que médecin, j'ai pu juger et prendre position de façon très claire contre cette injection, parce qu'on sait pertinemment que quel que soit le variant, quel que soit, que ce soit Omicron, Delta, etc., parce qu'à un moment, il y avait encore, notamment dans notre région, des patients qui avaient Delta et Omicron, etc., en même temps, en fait, les traitements précoces continuent à fonctionner. Donc, d'avoir vendu à la population française, mais aussi au niveau européen, parce qu'on sait très bien que toutes les décisions sont prises bien au-delà, bien au-dessus que du gouvernement français, d'avoir orienté toutes les personnes en leur faisant peur, en utilisant des techniques d'ingénierie sociale, des techniques de nudge, des techniques quasiment d'hypnose collective. Ces techniques ont été utilisées pour obliger et orienter tous les individus vers ce choix vaccinal, qui n'est pas imposé. On sait en France qu'on n'a pas une vaccination pour les adultes obligatoire. Pour que le gouvernement ne porte pas la responsabilité. Exactement. Il y a une question de responsabilité assurantielle, de dédommagement en cas d'effet secondaire. Donc le vaccin reste avec une autorisation temporaire d'urgence qui protège à la fois les sociétés pharmaceutiques qui commercialisent ce vaccin, qui mettent en œuvre ce vaccin, et qui protègent l'État. Donc en fait, les individus qui croient bien faire et qui courent se faire vacciner, en pensant qu'ils vont être protégés et qu'ils vont protéger les autres, ils se trompent sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Et après, aujourd'hui, malheureusement, on observe en plus beaucoup d'effets secondaires. J'aimerais revenir sur un tout petit point, Pierre, si vous me permettez, parce que vous me connaissez, je digresse souvent, mais vous avez posé une question très importante, qui est celle de cette nouvelle société qui est en train de se mettre en place, où tous les citoyens se surveillent les uns les autres. Et c'est une des raisons majeures pour lesquelles j'ai voté contre ce pass vaccinal, parce qu'on sait que
pour pouvoir, on va dire, pour avoir la légitimité de demander un papier d'identité à quelqu'un pour contrôler son identité. Jusqu'à présent, c'était les forces de l'ordre, des forces de l'ordre qui sont formés dans notre pays, qui sont bien formés. Et qui encore le faisaient... Très discrètement, en tout cas quand ils étaient vraiment obligés. Et la police municipale n'a jamais eu le droit de le faire. Or, aujourd'hui, on a des sociétés privées, on a des vigiles devant les cinémas, on demande même aux restaurateurs de contrôler la clientèle en demandant un papier d'identité. Mais c'est honteux. C'est absolument honteux. On a là un État qui divise son peuple, qui affronte vraiment, enfin, qui entraîne une confrontation entre des citoyens qui payent leurs impôts, qui ne sont pas des sous-citoyens comme le prétend le président de la République, mais qui sont de vrais citoyens français, et de quel droit d'autres citoyens aurait la légitimité de contrôler cette identité. C'est profondément choquant dans une démocratie, dans notre République, où on retient quand même que normalement, nous sommes tous libres et égaux en droit. Oui, bien sûr. Et puis, on peut aussi pointer du doigt toutes les incohérences du gouvernement depuis le début de la crise, voire des fois on se demande s'ils ne font pas exprès. Donc, pour rebondir au niveau d'une... donc, il y avait une note urgente qui avait été envoyée le 2 janvier par la Direction générale de la santé. Et on y apprenait que les soignants donc vaccinés, injectés, qui étaient positifs au Covid, devaient continuer de travailler, alors que dans le même temps, on suspend des centaines, des milliers de soignants qui, eux, ne sont certes pas vaccinés, mais peuvent tout à fait tester négatifs au Covid. Exactement. Donc ça, c'est aussi une aberration supplémentaire, puisque depuis 2 ans, on est face... Je vous pose la question parce que moi, j'ai pas compris. Alors peut-être que du point de vue de médecin... Non, mais c'est complètement... Il n'y a aucune cohérence à cela. Depuis le début, de toute façon, il n'y a absolument aucune cohérence par rapport à toutes les mesures qui ont été imposées et la corrélation avec l'accompagnement d'une épidémie, c'est complètement, on nage en plein délire, et c'est la psychiatre qui le dit, donc je peux vous dire qu'il n'y a rien de cohérent. En effet, si je reprends tout simplement mon exemple, donc mi-septembre, je ne suis pas injectée, donc je n'ai plus le droit d'aller dans mon activité de coordination, puisque je suis psychiatre coordonnateur dans un établissement médico-social avec des adultes pluri-handicapés, donc je n'ai plus le droit de faire ce travail, c'est très restreint, mais c'est 3-4 heures par semaine, et ça me permet de rester en contact avec ce que j'appelle la vraie vie, parce que quand on est élu, en tout cas souvent les parlementaires sont un peu hors sol. Donc là, ça me permettait d'être confrontée déjà, comme tous mes confrères, à toutes les injonctions paradoxales qui arrivent sur les boîtes mail des médecins venant de l'Agence régionale de santé, et qui dit le pour et son contraire dans la même semaine plusieurs fois. Donc il y avait ça, le contact avec les résidents, le contact avec les familles, et donc ça à partir du 16 septembre, comme des tas d'autres soignants en France, donc j'étais en dehors du système de santé. Il se trouve qu'en effet, en décembre, j'ai pas échappé à la vague Omicron. Et étant infectée par le Covid, d'abord, je préciserai que je me suis soignée, donc en 48 heures, tout était réglé, mais j'ai respecté mes 10 jours, etc. Et depuis, donc, j'ai un certificat de rétablissement qui me permet, de nouveau, d'avoir une activité médicale. Mais l'aberration totale, c'est qu'en effet, on a des soignants injectés, triplement injectés, qui sont pour certains malades. Alors certains sont simplement positifs. Bon, il n'y a pas de signes cliniques, ils sont positifs, mais qu'on soit malade ou positif, en effet, certains établissements ont fait le choix d'imposer à ces personnels-là de venir travailler quand même. Donc, potentiellement pouvant contaminer des patients, alors que depuis toujours, donc mi-septembre, certains soignants qui se testaient tous les jours, qui pouvaient démontrer qu'ils étaient négatifs, sont condamnés à une mort sociale. Pourquoi ? Parce que
Ils n'ont pas le droit de prendre leur congé annuel. Ils n'ont pas le droit de bénéficier de leurs jours avec les... Ils ont pour certains des centaines, des milliers d'heures supplémentaires. Ils n'ont pas le droit de les prendre. Ils n'ont pas le droit de faire des congés formation. Ils n'ont pas le droit de se mettre au chômage. Ils n'ont pas le droit de pouvoir demander le RSA. Parce que certains conseils départementaux, comme ils estiment que c'est eux qui ont pris cette décision de ne pas se faire injecter, donc les considèrent comme étant responsables et coupables. Oui. Donc, ce sont des personnes, ce sont des citoyens français qui n'ont plus de possibilité de vivre dignement dans notre pays, puisqu'ils n'ont plus rien. Et en Alsace, puisqu'il y a à peu près, je crois, plus de 700 soignants qui sont dans cette situation, aujourd'hui, ils se mettent ensemble pour pouvoir aller récupérer les denrées qui ont des limites, de péremption dépassées, de consommation dépassée. Et ils se sont arrangés avec les magasins pour pouvoir, les magasins d'alimentation, pour pouvoir continuer à vivre. Donc on en est là dans notre pays. D'accord. Donc avec les récents scandales européens, les décisions complètement décentralisées, donc influencées évidemment par des conflits d'intérêts gigantesques entre les dirigeants et les laboratoires, comme avec aussi l'affaire des fameux contrats inaccessibles. Alors quand les députés pouvaient enfin accéder aux contrats, ils étaient complètement grisés. Est-ce que selon vous, la France doit sortir de l'Union européenne finalement pour récupérer le contrôle de son propre pays? C'est une question très intéressante et je pense qu'il faut prendre un tout petit peu de temps pour détailler. Parce que quand on dit, il y a certains candidats là, qui sont au présidentiel et qui mettent en avant dans leur programme le Frexit. Oui. Je ne suis pas forcément en phase déjà avec ce terme et je crois qu'il faut être très attentif. En clair, je rejette complètement l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui sur un mode libéral, sur un mode uniquement de contingence économique. Et là, on a un exemple flagrant puisque quelque part, c'est Madame Ursula von der Leyen qui n'a même pas été élue par personne, je sais pas, elle doit avoir un ego surdimensionné, mais en tout cas, elle maîtrise très bien ses relations particulières avec le PDG de Pfizer, notamment, puisqu'il y a des échanges de textos qu'on aimerait pouvoir voir, mais qui ont subitement disparu. Et c'est absolument terrible, parce que c'est à coup de milliards qu'elle a passé commande, et qu'au fond, cette dynamique de l'Union européenne et des députés européens, c'est ce qui se passe en France, c'est-à-dire que le dysfonctionnement français, mais puissance 10 au niveau européen, y compris dans la présence et le poids des lobbies à tous les niveaux. Donc c'est terrible. Donc ça, il est urgent de le rejeter. Parce qu'on ne peut plus continuer à subir ces décisions. Mais je fais là aussi une petite parenthèse, je suis très inquiète parce qu'il semblerait que les pays, on leur demande de signer une fameuse lettre qui donnerait d'ici très peu de temps tout pouvoir à l'OMS en matière de santé publique. Or, la santé publique et les droits dans ce domaine-là regarde les nations, regarde les pays propres, regarde les gouvernements. Donc la France ne doit en rien déléguer ses compétences de gestion de la santé des Français à l'OMS, puisqu'on sait en plus qu'à tous les niveaux, l'OMS, encore une fois, est infiltrée par les lobbies, est infiltrée par Big Pharma. Enfin, je veux dire, peut fonctionner parce qu'il y a un financement de la part des sociétés qui sont à la fois donneurs d'ordre et forcément, enfin, je veux dire, je parle souvent, j'utilise souvent quand même le mot de mafia, mais je pense que ce mot est plutôt bien adapté par rapport à ce qui se passe. Donc oui, il y a urgence de se défaire de Bruxelles et de tout ce qui s'y passe là-bas. Par contre, cette notion très belle d'Europe des peuples doit
permettre de continuer à vivre. Alors, je suis aussi donc députée auprès du Conseil de l'Europe, hein, ce qui est différent de l'Union européenne, mais le Conseil de l'Europe, où on est quand même très attentif aux droits des peuples qui sont sur ce continent européen, donc des 880 millions d'habitants. C'est pas rien. Donc ça, c'est important de continuer à réfléchir l'Europe sociale. Ça, c'est fondamental. Donc là, la question de la souveraineté des peuples européens, je pense il est urgent qu'ils soient d'abord souverains dans leurs frontières propres pour faire nation. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple qui fait nation? C'est un peuple qui est encore capable de dire non, qui est encore capable de pouvoir, par le biais sans doute de référendum, de pouvoir juger ce que fait un gouvernement. Et c'est d'ailleurs dans l'article 3 de la Constitution française, hein, la souveraineté du peuple, c'est vraiment très important. Donc, l'Europe économique et libérale à revoir totalement. Donc il faut qu'on redevienne vraiment maître. Cette idée de cohésion. Voilà, de cohésion, je crois que c'est très très important parce que l'État français, quand on prend beaucoup de distance et quand on regarde la France la place de la France au niveau de la planète, la France toute seule n'est pas grand chose. Donc je pense que cette notion vraiment de peuple européen est important, mais ce qui s'y fait aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Le mot est dit. Alors pour parler un peu de vos actions maintenant, donc vous avez créé depuis mi-septembre vous avez fait une force de rassemblement citoyenne, donc nommée Ensemble pour les libertés. Alors moi j'avais compris donc que c'était normalement pas un parti politique, pas vraiment un mouvement. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors c'est vrai que ça peut paraître curieux parce que Ensemble pour les libertés, donc ce mouvement créé dont je suis la présidente, est en fait un parti politique. Donc j'entends déjà les colibés. Mais pourquoi? Parce que je voulais très simplement créer une association ayant participé à de très nombreuses manifestations aux côtés des citoyens, de différents collectifs. Il y avait eu aussi une très belle dynamique au moment des élections régionales et cantonales. Donc il s'était vraiment passé des choses très intéressantes partout en France. Et beaucoup de collectifs s'étaient rapprochés de moi en disant mais est-ce que nous-mêmes on va créer des associations? Quelle est votre position? Et j'avais dit je vais créer une association qui va rassembler tous les collectifs et ça sera vraiment une force de rassemblement citoyenne parce que pour moi ce qui est important c'est de rediscuter la fameuse démocratie et de remettre des débats au plus proche des territoires, c'est-à-dire à l'échelon au départ communal et peut-être après à l'échelon cantonal, etc. Et donc, avec une forme de naïveté, j'ai travaillé cet été, l'été dernier, en 2021, les statuts d'une association. Et je me suis pris un mur juridique parce que je me suis rapprochée de la commission nationale qui surveille les comptes de campagne ou qui surveille les comptes des partis politiques. Et là, on m'a dit très clairement, vous êtes une élue de la nation, vous ne pouvez pas créer une simple association, il faut que ça prenne le statut de parti politique. C'est une contrainte juridique qui est complètement normale. Pourquoi? Parce que quand on demande un petit peu d'argent quand on adhère à EPL. D'ailleurs, j'encourage tous les citoyens qui nous regardent. L'adhésion est très peu chère, c'est 15 €. Pour l'année. Et pour adhérer, c'est très simple. Sur le site ensemblepourleslibertés.fr, on peut adhérer directement avec une plateforme Stripe ou alors charger le bulletin d'adhésion et puis envoyer son bulletin d'adhésion. Et donc, dès que un élu reçoit de l'argent, il faut que ça soit extrêmement transparent et contrôlé. Donc, raison pour laquelle ça a la forme d'un parti politique. Mais pourquoi moi-même j'étais très fâchée de devoir faire ça? C'est parce que je dénonce aujourd'hui le principe même des groupes politiques et des partis politiques. Parce qu'on voit à quel point
tout ce système est complètement dévoyé depuis très très longtemps en France. J'ai en mémoire les paroles, alors j'ai pas du tout, enfin je reste extrêmement modeste et l'idée pour moi n'est pas du tout de me comparer à Simone Veil, mais c'est Simone Veil qui avait déjà dit qu'il fallait faire très très attention au poids des partis politiques. Et là d'ailleurs j'ai été très déçue d'être aussi seule à l'Assemblée nationale à m'élever contre ces lois liberticides, et en discutant avec mes collègues parlementaires, en leur disant mais pourquoi vous n'êtes pas à mes côtés, mais non, on peut pas, nous on est obligé d'obéir à la pensée du groupe politique, et donc derrière ça à la pensée du parti. Et ils m'ont dit mais tu te rends pas compte, tu es en train de ruiner ta carrière politique. Mais je leur ai dit, mais je suis pas en train de faire carrière. Voilà. Je suis en train de faire un mandat de député, parce que, encore une fois, les citoyens m'ont fait confiance et que je suis là, comme vous, pour défendre les citoyens, pour les représenter et pour évaluer et contrôler ce que fait le gouvernement. Or là, le gouvernement fait n'importe quoi, donc on devrait être 577 vent debout dans l'hémicycle pour dire stop. Et là, plus on s'est rapproché des échéances des présidentielles et des futures législatives, et plus je me suis sentie seule, parce que ils n'ont pas du tout envie de remettre en cause le diktat du parti politique. Ils conservent leur propre carrière, finalement. Oui, parce que exactement, parce que s'ils s'opposent à ce que pense le parti, ils mettent en cause leur propre réinvestiture. Oui. Et ils préfèrent penser d'abord à eux avant de penser au peuple. Oui. Voilà, ce qui est très dommageable. Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, ce serait une question un petit peu pour presque terminer l'interview, une question un peu plus personnelle. Donc, depuis 2 ans maintenant, donc vous vivez beaucoup de critiques à votre rencontre, des articles parfois injurieux aussi, trompeurs à votre égard. Je pense par exemple au titre du Monde qui titre une députée sous influence complotiste, une députée anti-vaccin ou encore anti-déconfinement, bref, ils n'ont rien compris. Est-ce que vous, ça vous affecte, et comment vous faites face à ça aussi ? Alors ça ne peut pas ne pas m'affecter, forcément, parce que voilà, il y a des émotions, il y a le quotidien d'un député comme moi qui est injurié, qui est menacé régulièrement sur les réseaux, menacé de mort, etc. Je suis obligée de me protéger, et d'aller par exemple porter plainte régulièrement à la gendarmerie dans ma circonscription. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai dû faire régulièrement. Après, j'ai la chance d'être très bien entourée, de façon très proche, mais aussi maintenant par le biais de cette force de rassemblement Ensemble pour les libertés, qui s'est extrêmement structurée. Donc je vois que je suis quand même très soutenue France entière. Donc ça, c'est à la fois, ça fait chaud au cœur, mais je me dis que je crois que je suis un chemin juste depuis 2 ans. Donc après, j'ai quand même quelques heures de vol déjà, j'ai 57 ans, donc j'ai un parcours professionnel où j'ai fait souvent des choses qui étaient lourdes de responsabilité et qui étaient très engageantes. Donc c'est pas la première fois que, entre guillemets, je paye entre parenthèses de ma personne et que je m'implique vraiment corps et âme dans mon activité. Donc, on a l'impression que vous faites toujours passer, c'est vrai, le combat, les citoyens avant vous. Ah toujours, mais toujours, mais parce que quand on est médecin, en tout cas moi, c'est mon engagement depuis. J'ai passé ma thèse en 1990, donc c'est un engagement très fort, et je me souviens de ce serment d'Hippocrate qui fait qu'on fait passer l'autre avec un grand A avant soi. Il n'y a plus beaucoup de médecins à s'en souvenir du serment d'Hippocrate. Malheureusement, oui. Malheureusement, et j'aurais là aussi tous ces médecins qui ont été d'accord d'obéir à cette administration, parce que les premiers décrets qui avaient été pris en mars 2020 et signés par Olivier Véran avaient été écrits par la haute administration et imposaient aux médecins de ne plus soigner leurs patients aussi.
C'est complètement aberrant. Oui. Mais donc, moi, voilà, de choisir cette voie médicale, c'était un vrai engagement pour moi. Et donc, je ne suis pas du tout Mère Teresa, hein, mais en tout cas, dans mon quotidien, faire attention aux autres, et donc là, dans ce mandat de député, faire attention aux difficultés des citoyens. En fait, c'est aussi en recevant ici, dans ma permanence de parlementaire, puisqu'aujourd'hui, c'est au titre de parlementaire que je vous réponds à cette interview. Oui. Je fais des permanences mobiles, donc je vais au-devant, même dans toute ma circonscription, puisqu'il y a une 60aine de communes, je fais régulièrement des permanences dans différents lieux de ma circonscription pour que les citoyens puissent venir facilement jusqu'à moi. Et ça m'a permis, d'ailleurs, depuis quasiment 5 ans maintenant, puisque le mandat, ça va jusqu'en juin de cette année, de pouvoir même poser des questions écrites au gouvernement, ou poser des questions orales au gouvernement, ou même faire des propositions de loi, parce que des citoyens m'ont dit, ben voilà, là il y a des choses qui ne vont pas, que ça soit sur le mode de l'imposition, enfin il y a plein de choses. Et ça, c'est le rôle du député, de faire cette charnière entre son territoire et la représentation du peuple, et puis l'Assemblée nationale. Vous allez vous représenter Alors oui, je me représente. Oui. Alors c'est vrai que quand je m'étais engagée aux côtés du président Macron, j'avais dit je ferai un mandat. C'était prévu que je fasse un mandat. Presque comme une expérience qui est d'ailleurs très enrichissante. Et quand on me pose la question, mais si vous aviez su, est-ce que vous l'auriez fait ? Je dis oui, je l'aurais fait parce que ce qui est à vivre aujourd'hui, je pense, est une période vraiment historique. Et jamais j'aurais pensé que la démocratie souffre à ce point-là. Donc il faut continuer à être présent sur le terrain, à la défendre. Aujourd'hui, j'ai pris toutes mes distances puisque j'ai été exclue de la majorité et j'ai démissionné de la majorité. Donc aujourd'hui, je suis un député non inscrit. Et oui, parce que beaucoup de citoyens espèrent que je pourrai toujours, au prochain mandat, défendre leurs paroles, leurs idées, leurs pensées au sein de l'Assemblée. Donc non seulement je me représente, mais j'espère que Ensemble pour les libertés, en tout cas on va se débrouiller, pour qu'il y ait plus d'une 50aine de candidats aux législatives France entière, pour pouvoir, qui sait, avoir un petit groupe Ensemble pour les libertés au sein de l'Assemblée nationale. Parce il est urgent que tout cela change. Il faut changer complètement le fonctionnement. On voit à quel point nos institutions, que ce soit le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, le fait qu'il n'y ait pas de justice indépendante, tout ça doit vraiment être revisité en France. Donc si au prochain mandat, il peut y avoir... si j'arrive à me cloner, ça serait super. Qu'il y ait plein de Martine Vonner dans l'hémicycle, ça serait super. Ça serait peut-être pas pour le gouvernement. Non, mais bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Je dois dire qu'on ne sait pas trop. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ait dû voter la possibilité d'un état d'urgence jusqu'au 31 juillet, donc bien après les échéances électorales. Donc c'est quand même très curieux. Donc je suis un petit peu circonspecte de la façon dont les prochaines élections présidentielles vont pouvoir se passer. Est-ce que ça va être vraiment dans ce calendrier d'avril ? Je ne sais pas. J'ai gros point d'interrogation. Alors, parce qu'on n'a pas beaucoup... Là, pendant l'interview, moi je sais que vous êtes très engagé pour la jeunesse. Et là, j'en ai pas beaucoup parlé. Alors, depuis 2 ans, donc finalement, on a empêché presque aux jeunes de vivre pour protéger une génération de septuagénaires. Et donc avec différents confinements, des couvre-feux. Et finalement, j'ai l'impression que ça choque plus personne que le masque qui soit porté 10 heures par jour par les élèves dans les écoles, collèges, lycées de France. Est-ce que vous avez un message pour eux aujourd'hui ? Oui, alors déjà, moi, c'est extrêmement choquant. Alors, tout à l'heure, j'évoquais le Conseil de l'Europe. Je préside au Conseil de l'Europe la Commission des enfants. Donc, je défends à chaque fois, dès que c'est possible, l'intérêt supérieur des enfants. Donc, à aucun moment, on ne doit faire subir une forme de maltraitance aux enfants pour protéger des personnes âgés, vulnérables. C'est-à-dire la société se doit de protéger tous
tous les vulnérables, mais donc aussi les enfants, et en premier les enfants. Et de devoir obliger les enfants à porter un masque, on sait très bien que les protocoles qui sont édictés par le ministre Blanquer et qui changent tout le temps, qui ne sont pas d'ailleurs forcément sous-tendus par des vrais textes de loi, donc ça je le dénonce aussi, parce qu'actuellement on fait n'importe quoi et les fonctionnaires relayent absolument n'importe quoi. C'est ce que vous disiez voilà. tout à l'heure. Alors qu'il n'y a pas forcément de décret qui existe. Et là, de continuer à imposer dès l'âge de 6 ans des masques en permanence toute la journée. On sait, moi j'avais reproduit dans une salle qui est pas très loin d'ici, une classe avec des mesures de taux de CO2, etc. On sait que les enfants qui respirent derrière leur masque, on sait que ça impacte sur leur capacité cognitive, sur la fatigue, sur les capacités d'apprentissage, sur je dirais le bien-être de ces enfants avec des répercussions psychiques. Aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça va donner à moyen terme et à très long terme? Il y a aussi le symbole, finalement. Mais complètement, du masque, du fait que les enfants ne peuvent pas s'exprimer, ils ne voient pas les sourires, ils ne voient pas les mimiques d'un professeur des écoles. Donc, avec toute cette distanciation, c'est absolument insupportable. Et au nom de quoi, actuellement, tout cela n'est pas supprimé? Il y a on va dire un assouplissement des mesures. Il y a eu le 2 février et il y en aura d'autres assouplissement à partir du 15 février, on y est presque, mais le masque à l'école continue à être imposé. Donc je le dénonce, c'est absolument scandaleux. En tant que psychiatre, j'ai parfaitement conscience et je suis en lien avec différents psychologues, avec des orthophonistes qui vraiment lancent des messages d'alerte et j'ai vraiment peur de ce qui risque d'arriver pour cette génération qui est sacrifiée. Oui, le mot n'est pas trop fort. Eh bien, pour terminer, si vous le voulez, je souhaitais vous laisser une carte blanche pour aborder le sujet de votre choix. Voilà. Alors, le sujet de mon choix, c'est vraiment continuer partout, toujours, au quotidien, à aller vers tous ces citoyens qui n'ont pas encore compris ce qui se passait, qui continuent d'avoir peur. Et l'idée, alors moi j'ai toujours vraiment la bienveillance chevillée au corps, l'idée c'est de très posément, très calmement, sans les culpabiliser, parce que tous ceux qui ont été se faire injecter, ils pensent vraiment, ils étaient persuadés que c'est à la fois pour eux, pour les protéger, mais pour protéger tous ceux qu'ils aiment. Mais petit à petit, les amener à une forme de critique de tout ce qui a été imposé, et à leur faire comprendre que malheureusement, l'État, qui est cette image paternelle, ne leur veut pas forcément du bien, et qu'il y a des moyens, d'ailleurs, de se faire accompagner quand on a des effets secondaires. Même si l'accès aux soins est compliqué, il y a quand même énormément d'endroits où on peut être accompagné bénéfiquement. Je vais évoquer simplement parce que certains, on parlait des médecins suspendus tout à l'heure, et certains ont perdu leur médecin traitant, donc savent plus trop comment se faire soigner. Il y a ce site qui s'appelle Alliance Humaine Santé Internationale, AHSI.org. J'en suis la marraine, c'est une ONG internationale, et les personnes peuvent aller sur cette plateforme pour pouvoir trouver un thérapeute, un médecin qui peut les accompagner, qui peut leur faire une ordonnance, même si le médecin est français et qu'il a été suspendu, par le biais de cette ONG, il peut prescrire des médicaments, mais on peut même sortir complètement du Covid, parce que certains patients n'ont plus de médecin, ils ont peut-être une maladie chronique, ils ont peut-être un diabète, etc., une hypertension, il faut continuer à être suivi. On mettra le lien. Et certains ne peuvent plus. Donc c'est important, en majuscule, ah-si.org. Donc ça, c'est pour le côté, on va dire, du bien-être, de la santé. Mais surtout, un message, et ça sera le dernier, que j'aimerais envoyer aux citoyens, c'est qu'il faut aujourd'hui que tout le monde se réapproprie
la politique. Oui. La politique ne doit pas être laissée entre les mains des politiciens, encore une fois, qui ne sont pas forcément dignes de leur mandat, qui ne sont pas forcément dignes de la confiance des citoyens. Et les citoyens engagés, que ça soit dans les manifestations, que ça soit dans des associations, que ça soit dans des partis, quels qu'ils soient. Alors si c'est Ensemble pour les libertés, c'est encore mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que la politique appartient au peuple. Et la politique, c'est refaire sens dans la société. C'est remettre du lien, redécider, débattre de tous les sujets. Encore une fois, il faut retrouver des lieux de débat. Et j'aurais beaucoup de choses à dire encore, mais il va se passer le week-end prochain une action qui est portée par le tout nouveau syndicat Antigone France, qui est un syndicat qui a été créé par un restaurateur qui a dû fermer son restaurant parce que pour lui, c'était aberrant de devoir contrôler un pass. Même au début, le pass sanitaire, il ne souhaitait pas le contrôler. Mais vous savez qu'il y a des lieux magiques où on n'a pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Ce sont les meetings politiques. Donc, il va y avoir, à partir de samedi soir, dans beaucoup de restaurants français, des meetings politiques. Fantastique. Et les personnes pourront aller discuter, pourront en même temps manger, mais comme ça sera des réunions politiques, il n'y aura aucun contrôle. Donc en fait, il faut utiliser, j'allais dire avec intelligence et non-violence, les armes qui sont imposées par ce gouvernement. Et je trouve que l'idée est formidable, je l'encourage, et j'encourage surtout, vraiment, tous les citoyens on fait passer le message. Voilà, à aller dans ces endroits, et peut-être même ailleurs aussi, à se réunir pour débattre de tous les sujets, et avec de toute façon une casquette politique, tout est permis. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci Pierre pour cette interview. Eh ben, merci à vous d'avoir accordé cet entretien à Studio PM France. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour nous encourager parce que la liberté d'expression, la pluralité des opinions, c'est la démocratie. Tout à fait. À très vite.